Kim Fuller, tu es la fondatrice et présidente de l'entreprise Phil, une agence en prestation de services qui travaille exclusivement avec des organismes à but non lucratif. L'entreprise qui est certifiée B Corp depuis 2017 remet chaque année 5 de ses bénéfices nets à la communauté. Kim Fuller, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Salut Antoine. Et Kim, avant d'aborder avec toi l'évolution de l'agence Phil au cours des dernières années, est-ce que c'est possible pour toi de nous expliquer spécifiquement les services que vous offrez au quotidien? Avec plaisir. On fait de la planification stratégique, des plans de communication et de collecte de fonds. Au-delà de la stratégie, on offre toute une gamme de services en production d'une agence de publicité traditionnelle, sauf qu'on le fait uniquement pour des organismes caritatifs et entreprises à mission sociale. Hmm. Et bon, il y a eu beaucoup d'évolutions parce que l'entreprise, tu l'as fondée en novembre 1999, donc ça va bientôt faire 24 ans que tu diriges ton agence. Félicitations. Très souvent, Kim, il y a un peu ce qu'on pourrait considérer des saisons dans une entreprise. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des changements, il y a des pivots. Est-ce que tu pourrais peut-être nous ramener à 1999 et nous dire comment l'entreprise s'est lancée à ce moment-là? Quelle est la genèse? Ben à ce moment-là, je venais pas mal juste de finir l'université. J'avais fini mon bac en 96 et j'avais travaillé très brièvement en agence dans un Hmm. poste d'infographiste junior et comme prof en design graphique à temps partiel. Puis j'ai appris deux choses. Un, j'avais jamais aimé l'école, ni comme étudiante, ni comme prof. J'aimais pas le système. Donc, j'avais pas vraiment un futur comme éducatrice. Hmm. Ça, c'était clair. Deux, je pense que j'ai vite appris que j'avais un problème avec l'autorité. Et Oh. j'étais un peu rebelle. Et avoir un patron était un peu un défi pour moi. Donc, mais sincèrement, je pense que le goût tout simplement de faire autrement, c'est quelque chose qui m'a amené à créer une entreprise. Je pense que c'est là que la plupart des entrepreneurs, ils ont leur moment de vouloir commencer quelque chose de nouveau. Et j'avais grandi dans un monde de la publicité. Mes parents étaient tous les deux dans ce métier-là et je voulais suivre le même chemin que eux, mais pas Hmm. nécessairement de la même façon. Donc, j'aimais beaucoup l'énergie d'une agence de publicité. J'avais fait beaucoup de visites au bureau de mon papa quand j'étais jeune, puis Hmm. voir la belle collaboration qu'il avait avec ses collègues, des amitiés qui ont formé à travers des décennies et qui sont devenus des gens très proches avec lui. J'aimais beaucoup cet aspect familial-là que j'avais vu. Et je voulais le créer pour moi, puis je l'avais pas encore vraiment vu ailleurs. Et même si j'avais pas eu beaucoup d'expérience en agence, j'avais déjà une idée de ce que moi j'aurais voulu faire si j'avais ma propre agence. Hmm. Et dis-moi, est-ce que tes parents, tu parlais du bureau de ton père, est-ce que c'était sa propre agence? Qu'est-ce que lui travaillait pour une autre agence? Comment ça se mettait en place de son côté? Mon père était illustrateur, Hmm. toujours à la pige, mais ce qu'il faisait, c'est qu'il était comme en résidence dans une agence. Donc, Hmm. il a travaillé, dans plusieurs agences à travers sa longue carrière, c'est ça, il était à son propre compte, mais il était la ressource pour l'illustration. Dans le bon vieux temps qu'on qu'on avait des gens qui dessinaient des choses à la main, c'était ça son rôle. Donc, il avait vraiment un très grand talent, une très belle carrière et ma mère aussi, elle avait travaillé comme dessinatrice Hmm. en mode. Donc, moi, je peux pas dessiner du tout. Je suis très heureuse d'avoir des ordinateurs pour m'aider avec ça, mais j'ai quand même vraiment pris le goût de vouloir travailler en agence et dans ce secteur-là. Et c'était beaucoup aussi l'influence de ma mère et de mon père qui faisaient beaucoup de bénévolat Hmm. dans leur communauté qui m'a fait réaliser que on doit tous, chacun et chacune, aller au-delà de notre day-to-day pour contribuer à notre société. Puis, j'ai commencé le bénévolat très jeune et je pense que ça aussi, ça m'a influencé dans mon choix de mettre l'emphase sur le milieu caritatif.
Et parlons-en un petit peu du milieu caritatif, parce qu'en 1999, est-ce que la structure, la vision, la culture de l'organisation était la même qu'aujourd'hui? Est-ce que vous travailliez exclusivement avec des marques qui avaient un engagement social? Parce que bon, je ne travaillais pas, je n'étais pas sur le marché du travail en 99, mais j'ai l'impression que beaucoup de choses ont dû changer. Ça ne devait pas être des mots autant à la mode qu'aujourd'hui. Les B Corp n'existaient pas encore, si ma mémoire est bonne. Donc, comment l'agence se met en place en 99 et comment par la suite elle évolue? Oui, ben, c'était une idée pas mal folle dans le temps parce que j'avais aucun point de repère, j'avais aucun exemple d'autres agences qui faisaient ça, surtout au Québec. Et au Hmm. Québec, on sait que la culture philanthropique, et les pratiques, dans ce secteur-là sont quelques années en retard sur le reste du Canada, surtout sur le reste, des États-Unis et cetera. Donc j'étais comme: «OK, soit j'ai comme la meilleure idée au monde, puis je suis la seule d'avoir pensé à ça, ou ça va être catastrophique, puis ça va finir aussi vite que ça va commencer». Mais, mon travail avec les OBNL remonte à l'université, où j'avais fait des Hmm. projets à la pige pour certains organismes. Et j'avais fait quelques projets pro bono au début. Et ensuite, j'ai réalisé que les organismes pouvaient se permettre un petit budget modeste pour engager mes services professionnels. Et je Hmm. me suis dit, ben, ils engagent d'autres services professionnels. Pourquoi ils pourraient pas engager des services professionnels pour le marketing et la communication? Et c'était vraiment pas quelque chose que les organismes faisaient dans le temps. Donc, j'ai dit, ben, je vais l'offrir aussi à des clients corporatifs. Comme ça, si je suis pas capable de vraiment faire ma vie avec les OBNL, ben, j'aurais au moins un bon mix de Hmm. projets caritatifs et des projets corpo. J'avais découvert une agence à New York qui s'appelait Big Duck. Et la femme qui avait commencé ça avait écrit un livre sur le branding pour les OBNL et elle avait mis tout son focus sur les communications pour les organismes à but non lucratif. Fait que j'étais jeune, je pensais pouvoir tout faire. J'ai dit, ben là, si elle, elle peut le faire à New York, ben moi, je peux bien le faire à Montréal. Et c'est un peu là où que j'ai eu l'inspiration de vraiment essayer de créer cette niche-là. Euh, et on a desservi des clients corporatifs et pour les premières années, on testait le marché philanthropique. Hmm. Après 10 ans en affaires, j'ai vu qu'on pouvait travailler uniquement avec les OBNL, que ça nous amenait aussi une plus grande satisfaction. Donc, on a graduellement laissé tomber le développement d'affaires du côté corpo et on a gardé notre focus sur Phil entièrement. Une vraie visionnaire, j'adore ce que j'entends, Kim. Mais dis-moi, j'aimerais parler peut-être un petit peu de l'évolution de ton rôle, parce que tu me disais dans des entretiens qu'on a eu ensemble préalablement que tu as commencé comme infographe. Finalement, tu te retrouves à la tête d'une agence, tu gères le tout de ton côté. Est-ce que pendant tes premières années, tu devais toujours euh, balancer ton temps entre je fais des projets clients, je dirige une agence, je dirige des gens également. Comment s'est fait cette évolution-là? Parce que c'est souvent ce qui se déroule. En tant que propriétaire d'agence, on commence avec une spécialité précise et ultimement, on se retrouve davantage dans le management. Ça s'est mis en place de quelle manière de ton côté? Assez maladroitement, je dirais, pour être très franche. Euh, Écoute, je me suis donné des promotions pendant 20 ans. C'était très cool. Je suis très généreuse. Non, mais sérieusement, quand on a commencé l'entreprise, on était 2 personnes. Et petit à petit, Bien sûr. l'équipe a grandi. J'ai dû porter plusieurs chapeaux, tout comme plein d'autres entrepreneurs. Ce que j'ai découvert, c'est que je pouvais devenir bon gestionnaire, mais ça m'a pris plusieurs années et quelques grosses gaffes pour arriver dans mon rôle de PDG aujourd'hui. À travers tout ça, j'avais peur un peu de perdre ma créativité et ma vie d'artiste parce que c'était dans mon ADN de créer des choses sur papier, sur ordinateur pour faire des réalisations graphiques. C'est comme ça que j'ai commencé ma carrière. Mais ça a pris
un bon 15-20 ans avant que je sois à l'aise avec le titre de présidente. Même, je le mettais même pas sur ma carte d'affaires Mmh, parce que tu sais, j'avais ce qu'on appelle le imposter syndrome, tu sais, je me sentais pas bien comme, sûr. j'ai pas, j'ai pas fait un bac en management, j'ai pas pris de cours, comment gérer une entreprise, j'ai vraiment appris ça sur le tas, donc je me sentais un peu mal à l'aise et maladroite tout au long du processus. Mais je fais quasiment plus d'infographie aujourd'hui, mais de temps en temps, j'ai un petit coup de cœur pour un projet ou j'ai un flash sur quelque chose et je m'amuse à faire du design. Au quotidien, je trouve d'autres sources de créativité, que ce soit faire du dessin pour des fins personnelles ou d'être animatrice de podcast qui me fait travailler l'autre partie créative de mon cerveau. Donc, même si je suis beaucoup dans les chiffres, je suis beaucoup dans les stratégies, je pense que j'ai quand même pu garder une connexion à, Mmh. au fil conducteur de créativité que je dois avoir accès tous les jours, sinon je m'ennuie énormément. Bien sûr, bien sûr. On essaie de garder, ce qui nous a amené à faire ce qu'on fait un petit peu dans notre horaire, mais bon, effectivement, le rôle évolue. Tu as mentionné un point, vous étiez 2 au départ, et de ce que je comprends, à un certain point dans ta carrière, tu as dû racheter, ton associé. C'est un exercice également que j'ai vécu de mon côté, qui m'a obligé à m'intéresser à des sujets qu'autrefois j'avais pas nécessairement besoin de comprendre autant. Et finalement, tu te rends compte que quand tu deviens tout seul, en tant qu'actionnaire, en tant que dirigeant, eh bien, une organisation, il y a beaucoup de dossiers à régler, beaucoup de choses à comprendre. De ton côté, Kim, comment ce rachat s'est mis en place et qu'est-ce que ça t'a permis d'apprendre sur toi et sur l'entreprise? Ben, c'était très tôt dans l'entreprise. Je pense même pas qu'on était rendu à la fin de l'an 3. Et ça, c'est Hmm, vraiment comme tout entrepreneur c'est les 3 premières années qui sont critiques bien dans sûr. l'évolution de l'entreprise. Je sais pas c'est quoi les statistiques, mais il y a un très grand nombre d'entreprises qui ne voient même pas leur 3e anniversaire. Bien sûr. Euh, mais de mon côté, j'avais commencé l'entreprise avec mon meilleur ami. Hmm, Et quand il a décidé de quitter, on avait plus de dettes que d'autres choses. On s'est assis, je lui ai acheté une bière au pub et j'ai dit que je voulais continuer pour voir ce que je pouvais faire avec l'entreprise. Le coût de la bière, dans ce temps-là, ça valait plus de ce qu'on avait vraiment dans l'entreprise. Donc, c'était très informel, très amical. Et hmm. à ce jour, 20 ans plus tard, mon meilleur ami est encore impliqué dans l'entreprise, Oh wow. mais plutôt comme pigiste en design. Donc, on Hmm, continue à collaborer ensemble. On a préservé et même fortifié notre amitié à travers les années qui ont suivi. Et je pense que ça a été une leçon importante pour nous et c'est une leçon importante pour d'autres qui rentrent en affaires avec soit des membres de leur famille ou des amis proches. C'est de savoir quand préserver la relation personnelle bien sûr. euh, et ne pas le sacrifier pour le côté business. Hmm, Donc, pour nous, il y avait rien de formel dans ce temps-là. Je pense même pas que on avait des contrats d'emploi pour nos employés. On avait, tu sais, on était 2 infographistes qui étaient partis en affaires. On savait pas qu'il y avait tout un côté de gestion et d'administration derrière ça. On avait quand même légalement séparé tu sais, les actions 50%, 50%. Donc, on a fait une transaction très simple pour le rachat des actions et ça a fini là. Donc, je me trouve très chanceuse d'avoir pas eu quelque chose de plus compliqué que ça. Mais c'est très facile. Quand tu n'as pas d'argent à séparer, la séparation se fait très vite. Quand il y a exact. quand il y a des milliers ou des millions de dollars, ben là, Ouais. ça peut causer la chicane, ça peut causer d'autres choses, mais pour nous, ça a été vraiment Hmm.
la meilleure chose à faire et on est encore très heureux tous les deux de continuer à travailler ensemble aujourd'hui, mais sous un autre format. Mmh. Effectivement, l'argent, ça rend les gens émotifs et quand il y en a moins, c'est un petit peu plus facile de gérer ces émotions-là. Dis-moi, Kim, l'entreprise a commencé avec un certain nom, un nom qui a changé, qui Oui. aujourd'hui se nomme Phil. On peut peut-être laisser notre audience deviner pourquoi. Euh, Est-ce que ça s'est mis en place peut-être après l'achat? Comment tout ça s'est fait? Est-ce qu'il y a eu une transformation quand tu as vraiment repris le contrôle de l'entreprise et que tu avais les deux mains sur le volant? Pendant plusieurs années, on avait le côté corporatif sous le nom de IDG Communication qui roulait Hmm, en même temps que Phil. J'avais créé Phil pour pouvoir faire le test du marché et je savais que je pouvais pas vraiment le faire avec un nom d'une boîte qui avait de l'air vraiment agence de pub. bien sûr. Mais pour les clients corpo, c'était important. Et même si personne ne savait c'était qui IDG dans le temps, le fait que c'était un acronyme, le fait qu'il y avait le mot communication après, on avait l'air sérieux. Hmm, Puis c'était vraiment parce qu'on est bon en branding, fait qu'on était mieux d'avoir un bon branding pour nous. Mais le branding de Phil était vraiment quelque chose de très spécial parce que j'ai réfléchi longtemps et j'ai eu des amis qui m'ont aidé à trouver un nom qui représente ce qu'on fait, le milieu dans lequel on le fait, pour qui on le fait, mais le hmm. pourquoi qu'on le fait. Et Phil, en ancien grec, ça veut dire amour. OK. En plus, j'avais jamais rencontré quelqu'un qui s'appelle Philippe ou Phil que j'aimais pas. Tu sais, j'ai dit ah Phil, ça a l'air d'un gars qui serait bien fin, qui t'aiderait à déménager ton sofa pour une pointe de pizza, une bière. J'ai dit c'est facile d'approche, c'est Hmm, facile de le prononcer et ça représente bien le fait qu'on dessert le milieu philanthropique. Euh, mais encore aujourd'hui, les gens se trompent. Des fois, ils m'appellent Phil. Moi, ils Oh. m'appellent Phil. Des fois, ils demandent est-ce que c'est le nom de mon fils, le nom de mon mari, etc. Donc, quand j'explique l'origine du nom en ancien grec, là, les gens font ah, ok, je comprends, je comprends, je comprends. Mais c'est c'était vraiment une évolution, je dirais, comme c'était rapide pour arriver à savoir qu'il fallait avoir 2 entités séparées au début et Mhm. comme j'avais expliqué, de fil en aiguille, on a laissé tomber IDG puis on a juste mis notre focus sur Phil. Hem, mais c'est ça, c'était vraiment, ça s'est passé très naturellement et maintenant l'image de marque de Phil est assez reconnue, au Québec et ailleurs, parce que notre marché est encore grandissant. Hmm. Et parlons un peu business maintenant. Vous êtes niché, une catégorie qui est très précise maintenant. Et c'est souvent, ou du moins dans la prestation de service, ce qui va nous permettre de croître, cette hyper spécialisation-là, parce qu'on est reconnu, les gens comprennent en un claquement de doigts qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on offre. Euh, Quels sont les éléments, Kim, qui vous ont permis de grandir, d'aller chercher les parts de marché, d'être reconnu? Est-ce que certains éléments que tu peux encadrer et que tu pourrais peut-être expliquer à notre audience? Je pense qu'au niveau externe, au niveau du marché, j'avais rapidement identifié que notre niche avait besoin d'évoluer et d'innover. Hmm. Le monde de la philanthropie, ça remonte loin. Et les pratiques sont là depuis très longtemps, mais c'est des pratiques qui ne servent plus vraiment en 2023 Mhm. et qui vont peut-être même avoir des effets négatifs dans le futur si on ne change pas la façon qu'on fait les choses. La façon qu'on octroie les fonds, par exemple, la façon qu'on distribue le pouvoir, qu'on partage le pouvoir, etc. Donc, j'avais aussi vu que notre niche avait besoin de se professionnaliser. Et ce que j'ai appris, c'est que les OBNL sont à la recherche d'experts qui peuvent les aider dans ce parcours-là. Comment est-ce qu'on peut innover? Comment est-ce qu'on peut évoluer, changer notre façon de faire? Et petit à petit, on s'est fait une réputation pour être une firme qui
fait les choses autrement. Et c'est pas pour tout le monde et on est conscient de ça, mais on apprécie vraiment les clients qui viennent vers nous parce ils sont prêts à C'est ça. changer. Ils veulent changer, ils ont le buy-in de l'équipe de leadership, de leur conseil d'administration. Ils réalisent que leur marché a beaucoup changé dans les dernières années. Je pense que la pandémie a fait un fast forward sur tout ça, ce qui nous a beaucoup aidé parce que pour certains, ça leur a vraiment mis dans la face qu'on peut plus faire comme avant. Mmh. Donc, ça, c'était une chose qui nous a vraiment aidés dans les dernières années et on a eu une croissance assez rapide il y a 5 ans, même avant la pandémie, et ça continue. Mais à l'interne, notre approche inclusive et empathique fait que les clients sont à l'aise avec nous. Hem, Ils parlent bien de nous et ils reviennent pour des projets sur le long terme. Donc, cette fidélisation-là, ça nous aide aussi à créer une certaine stabilité dans l'entreprise qu'on n'avait pas auparavant. Mmh. Donc, avec les éléments externes du marché, les éléments internes qu'on travaille encore tous les jours, c'est ça qui a fait qu'on a eu une belle croissance. Et au-delà de ça, je pense que quand on a vécu et on continue à vivre des moments difficiles en Bien affaires, sûr. comme tout le monde, on n'a jamais lâché. On a toujours, heu, on a toujours persévéré, on a toujours pris pause pour voir pourquoi les défis étaient là, comment on pouvait les surmonter. Hem et dans les dernières années, avec l'équipe qu'on a aujourd'hui, je pense que moi, en tant que gestionnaire, j'ai commencé à m'ouvrir envers eux et d'avoir une certaine vulnérabilité que j'avais peur de montrer avant, Mmh. pour pas avoir de l'air, de ne pas savoir ce que je faisais ou de pas avoir toutes les réponses tout le temps, et que tout soit sous le contrôle en tout moment. Bien sûr. Je pense qu'on le fait aussi en tant que parents. On veut jamais montrer à nos enfants qu'on n'a peut-être pas toutes les réponses. Mais quand j'ai commencé à être plus à l'aise avec l'équipe et d'être plus vulnérable avec eux, c'est là que j'ai réalisé que je pouvais vraiment m'entourer de mon équipe pour m'appuyer quand les moments difficiles arrivaient. Et, et je me sentais très seule avant, quand j'étais Mmh. trop fière de rien montrer, puis de rien partager, puis même juste faire une conversation comme on fait aujourd'hui, puis qu'on dévoile certaines faiblesses, etc. Bien C'était pas sûr. dans la culture corporative des gestionnaires de parler de son travail comme ça et de parler des défis. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on voit avec des femmes en affaires plus que Mmh. les hommes encore, mais graduellement, je pense que notre culture en général commence à changer. On est plus conscient aussi du bien-être, de notre santé mentale et il faut trouver un équilibre. Dis-moi, à quoi ressemble votre marché? Est-ce qu'il a évolué? Parce que clairement, on le dit, la compréhension, l'importance des organismes à but non lucratif, la conscience de la population par rapport à notre manière de consommer, notre manière de vivre. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans les 20 dernières années. Est-ce que le marché a suivi cette même trajectoire en termes de croissance? Ben, le marché s'est ouvert de façon très, très large parce que Hmm. dans le bon vieux temps, on avait les organismes à but non lucratif, des œuvres caritatives et l'Église. Et c'est pas mal ça qui faisait, tu sais, avancer la philanthropie et les bonnes actions, tu sais. Maintenant, on a des entrepreneurs sociaux, on a des cohortes de trucs, on a du monde qui investit dans l'impact, on a des universités qui ont des divisions qui sont dédiées à l'entreprise sociale, etc. Donc, c'est plus vraiment les mêmes groupes Hmm. ou je dirais les mêmes structures qu'on avait
il y a 30, 40, 50 ans. Et même aujourd'hui, on dirait à tous les jours qu'il y a des nouvelles choses qui émergent et je trouve ça génial. Tout comme on était vraiment les seuls il y a 20 ans dans le marché québécois qui offrait des services en communication auprès des OBNL. Aujourd'hui, on a plein de compétitions Mmh. et j'adore, ça me dérange pas. J'ai pas, ça me fait pas peur, ça me fait chaud au Mmh. cœur parce que il y a, il y a des centaines de milliers d'organismes à but non lucratif à travers le Canada. Ils ont tous besoin d'aide. Bien sûr. Donc, le plus d'entreprises qui sont à mission sociale comme nous, ça va faire que on va continuer parce que ça sera pas les réponses sera pas seulement avec le gouvernement. Puis je sais que Bien dans le marché sûr. québécois, on repose beaucoup sur le fait qu'on paye nos taxes et on s'attend que le gouvernement couvre beaucoup des dépenses au niveau de la santé et de l'éducation. Mais je pense que en tant qu'individu et en tant qu'entreprise, on peut venir soutenir les efforts des fondations, des œuvres caritatives et du gouvernement pour faire un monde meilleur. Et je pense que c'est vraiment là qu'on va voir qu'on va pouvoir sauver la planète et faire les choses qu'on a besoin de faire parce qu'on peut pas juste mettre ça sur un groupe seul pour avancer. Non, C'est tout. effectivement, soyons honnêtes, l'innovation est toujours venue de l'entreprise privée. C'est rarement venu d'institutions publiques, donc on se doit d'être innovant, on se doit de repousser les limites. J'aurais des petites questions pour toi parce que, bon, bien entendu, vous opérez dans le domaine des organismes à but non lucratif. Vous aidez également des entreprises qui vont être socio-responsables. Comment on les définit? Demain matin, je veux travailler avec Phil. Comment je peux me définir comme une entreprise qui a une responsabilité sociale? Comment? Parce que j'imagine la ligne est mince, c'est-à-dire on a tous des bonnes actions qu'on va poser dans notre entreprise, on va considérer qu'on est une entreprise socialement responsable. Comment vous les définissez pour ces clients-là pour ultimement les accepter comme des mandats? Ben, je pense qu'une des choses qu'on a vu passer dans les dernières années, c'est vraiment beaucoup de greenwashing et ce genre de commercialisation de faire du bien quand c'est pas vraiment authentique. Donc, il faut vraiment C'est un faire outil marketing souvent, hein? c'est un outil marketing, tu sais, le gros buzz autour de Corporate Social Responsibility, CSR, là, c'était vraiment la grosse affaire il y a quelques années. Et c'est devenu tellement une affaire de marketing que on avait très peu de confiance dans les entreprises parce que ça avait de l'air pas mal fake, leur affaire. J'en doute pas. Je pense qu'une entreprise qui veut sincèrement faire du bien, il faut le faire pour les bonnes raisons. Hmm. Il faut être certain qu'on est dans un métier ou dans un secteur qui est naturellement euh, qui peut faire du bien. Bien sûr. Parce que si on est déjà, je sais pas moi, une entreprise pétrolienne ou quelque chose comme ça, c'est difficile de prendre position de faire du bien dans le monde. Donc, c'est le leadership qui doit prendre position sur ce qui est important pour eux, les valeurs qui sont importantes pour leur organisme et d'inclure les employés pour vraiment parler avec l'ensemble de l'équipe et démocratiser toute cette conversation-là autour de comment est-ce qu'on va faire du bien comme Bien entreprise. sûr. Et ça prend un exercice et on le fait avec des clients qui savent pas par où commencer. On leur fait suivre un programme d'exploration et de pouvoir définir comment ils vont arriver pour faire du bien. On se base Hmm. beaucoup sur les objectifs de développement durable et d'autres facteurs, mais c'est vraiment là il faut que ça parte du leadership et de l'équipe pour ensuite se traduire de façon authentique dans les services ou dans les produits ou dans les programmes. Sinon, les clients vont savoir tout de suite que c'est pas honnête. Donc, c'est vraiment là que c'est important. Il y a des petites choses qu'on peut faire comme entreprise sans tout refaire sa structure, mais on peut justement
commencer avec les employés, puis mettre sur pied des programmes pour mieux soutenir nos employés. Je sais que beaucoup d'entreprises en ce moment vivent une pérennité de main-d'œuvre. C'est très difficile de garder ses employés. Il faut développer une bonne culture au sein de son organisme pour que Sûr. les gens veulent rester. Et ce que j'ai remarqué en tant que B Corp, c'est que les jeunes d'aujourd'hui, quand ils vont à la recherche d'un emploi, ils veulent travailler dans une entreprise qui fait du bien à un certain niveau, puis ils sont pas juste là pour leur chèque de paye, mais ils sont là pour aussi avoir un impact. Donc, Mhm. je pense que c'est les employés qui vont faire que les employeurs vont devoir repenser leur façon de faire. Intéressant. Et j'imagine que ça passe également par les actions que les entreprises vont faire. Et parlant d'actions, j'ai l'impression que ça définit un petit peu votre culture d'entreprise. Comme je l'ai mentionné en introduction, vous reversez 5 de vos bénéfices nets à l'année à la communauté. Très noble, félicitations. Vous donnez également une allocation spéciale à vos employés pour leur bien-être. Euh, Comment qu'on construit ça, cette culture? Parce que j'aimerais me mettre dans la peau aujourd'hui des propriétaires d'entreprises qui nous écoutent, qui veulent pas simplement devenir socialement responsables pour le dire dans leur pitch deck de marketing, mais parce qu'ils considèrent que c'est primordial en 2023. Comment qu'on arrive à bâtir, à améliorer un petit peu les actions qu'on fait au quotidien, à mieux bâtir cette culture-là? Pour nous, ça a vraiment commencé en 2017 quand on a fait l'application de devenir B Corp. Hmm. Euh, les questions qu'on se fait poser, il y a 200 questions dans l'évaluation B Corp. Ouais. Et ça passe par la gouvernance, comment on traite les employés, comment on travaille, avec qui on travaille au niveau des clients, quel est notre impact au niveau de l'environnement, etc. Et c'était vraiment la meilleure planification stratégique que j'avais jamais faite pour mon organisme, puis je savais même pas que j'étais en train de le faire quand je faisais l'application pour devenir B Corp. Euh, Hmm. Tout le monde peut avoir accès aux questions sans devenir B Corp. Donc, j'invite tout le monde d'aller voir le site bcorporation.net pour voir le questionnaire et juste prendre quelques questions et d'y réfléchir avec son équipe. Parce que c'est vraiment ça qui nous a mis sur le track de vraiment euh, mettre un focus sur nos employés. J'avais réalisé, je me suis demandé pendant des années pourquoi c'est si difficile tout le temps d'avoir, tu sais, d'être stable au niveau financier. Puis j'avais quand même notre niche, on était reconnus, on avait beaucoup de clients, l'argent rentrait et tout ça, mais je trouvais ça difficile. Puis là, j'ai réfléchi, je dis, on a beaucoup de turnover aussi. Hmm. Parce que j'étais encore à la découverte de ma recette magique pour la formule de l'entreprise. Comme je t'avais dit, je savais pas vraiment ce que je faisais au niveau de la gestion au début, mais finalement, j'ai réalisé que il fallait que je mette mon attention. J'avais passé tellement d'années à mettre juste mon attention sur les clients que j'avais pas pensé à l'équipe. Et c'est quand j'ai eu ce flash-là pendant qu'on faisait l'application pour devenir B Corp, que les petites choses qu'on a commencé à mettre en place, ça a vraiment transformé Hmm. l'entreprise. Et on est devenu pas mal plus forte. Et ça nous a beaucoup aidé dans le recrutement. Puis c'était même pas pour ça qu'on le faisait, mais le plus qu'on était devenu comme vraiment un B Corp fort, là, les gens vous disaient, ben moi, je veux travailler pour un B Corp parce que je sais que vous êtes là pour les bonnes raisons, puis c'est pas du greenwashing, c'est pas du corporate responsibility, marketing, blablabla, c'est vraiment, les B Bien Corp sûr. sont reconnus pour être très sincères dans leurs initiatives. Donc, au-delà du pourcentage qu'on remet à la communauté, on a aussi du profit sharing avec l'équipe. Et on a un À 15, l'intérieur de l'entreprise. OK. on a, Wow. ouais, on a un 15% des profits nets qui sont divisés à travers les employés qui sont avec nous pour plus de 12 mois à Wow. temps plein. On a aussi un pourcentage qui est réinvesti dans l'entreprise et l'autre pourcentage qui va aux dividendes. Mais arriver à cette formule-là, je pense que
c'est moins de dividendes pour le propriétaire de l'entreprise, mais si on a un staff qui est content et qui se sent impliqué dans le succès de l'entreprise, tout le monde travaille plus fort et donc Mmh. c'est bon pour le propriétaire aussi. Hem, c'est pas parce que je travaille avec des OBNL et que je suis dans le milieu caritatif depuis tant d'années que je veux pas être tu sais, que je veux pas gagner une vie, là. C'est les 2 ont pas besoin d'être, exclusifs, donc Bien c'est de sûr, trouver l'équilibre entre comment faire du bien, comment faire comment faire de l'argent, puis, bien sûr. et de faire que les gens vont être à l'aise, et contents de venir au travail à tous les jours. Ça, moi, je me trouve choyée d'arriver tous les matins puis de faire mon travail. Puis je voulais créer cette culture-là chez Phil que tout le monde a vraiment le goût de venir travailler à tous les Mmh. jours. Puis je réalise à quel point que c'est pas toujours le cas dans d'autres entreprises. Effectivement, c'est difficile de rallier les gens autour d'un but commun, mais je pense que vous l'avez bien fait de votre côté et je pense que c'est un autre point à mentionner. On peut être socialement responsable et vouloir faire de l'argent. Les 2 ne sont pas mutuellement exclusifs. Les 2 peuvent aller ensemble. Il y a beaucoup de belles organisations qu'on a reçues d'ailleurs sur le podcast qui bâtissent un modèle d'affaires qui démontre que plus qu'ils font de l'argent, plus qu'ils aident la communauté. Donc, je crois que c'est important de bien distinguer les 2. On peut être une entreprise à profit qui veut générer des dividendes pour ses actionnaires, mais également qui a également une cause sociale et qui veut le meilleur pour ses employés, pour la communauté. Et si on regarde peut-être un petit peu, Kim, maintenant, le rôle de la dirigeante, c'est toujours un point qui me fascine avec les gens qui viennent sur le podcast Hypercroissance. Tu as une équipe qui est établie maintenant. Où va la majeure partie de ton temps dans ton rôle de présidente de file? Je passe la majorité de mon temps au développement des affaires, à trouver des Hmm. solutions pour les clients, leur offrir une offre qui répond à leurs besoins. On vient de faire un exercice de planification stratégique pour la première fois depuis 5 ans. Donc, je m'occupe de m'assurer que la mise en œuvre de ce plan-là soit suivie. Et dans ce plan de mise en œuvre-là, on a beaucoup de travail. On a vraiment beaucoup de travail et le challenge, c'est comment est-ce qu'on travaille sur l'entreprise pendant qu'on gère l'entreprise, pendant qu'on avance l'entreprise, pendant qu'on dessert nos clients. Je pense que ça, c'est le plus gros défi pour nous en ce moment. Grâce à notre gestionnaire de projet qui est magnifique, elle nous a monté un plan de projet pour pouvoir toujours réserver une partie de la semaine qui est dédiée à la mise en œuvre de notre plan stratégique pour que on le met pas de côté, puis c'est trop facile quand les choses deviennent vraiment rush pour les clients, qu'on soit complètement absorbé par les activités de nos clients. On sait que si on est trop absorbé par ça, on pourra pas travailler vraiment les choses importantes au niveau des processus, au niveau des procédures, au niveau de bâtir la capacité de notre équipe, investir dans des formations pour notre équipe, Hmm. prendre le temps d'aller faire du networking, par exemple. Moi, j'essaie toujours de participer le plus possible dans des activités de réseautage et des conférences où est-ce que je peux aller apprendre plus sur le secteur philanthropique. J'essaie de toujours m'entourer de gens avec qui je peux vraiment apprendre plus parce que c'est important pour nous d'être à l'avance des besoins de nos clients Bien pour sûr. qu'on puisse le mieux répondre possible. Hmm. Et avant de passer à des petites questions personnelles, à quoi peut-on s'attendre dans les 12, 24 prochains mois avec Phil? Si tu voyais le plan de mise en œuvre de la planification stratégique, c'est quand même très complexe et très, très concret. Je pense que pour nous, c'est vraiment là où est-ce qu'on passe le plus de notre temps, c'est sur les processus de travail et de créer une stabilité, une tu sais, d'être plus constant, c'est quoi le mot que je cherche? Attends, je vais aller, comment en Hmm. anglais, on dit consistent. Bien sûr. Constance, c'est Hem, parfait. ouais, c'est donc je vais recommencer. Pour nous, c'est important, maintenant qu'on a eu cette croissance-là, on réalise que nos façons de faire avant, quand on était une plus petite équipe, nos façons de faire ne sont plus
efficace avec Bien la sûr. grandeur de l'équipe qu'on est aujourd'hui. Donc il faut prendre une Combien êtes-vous pause. chez Phil au moment où on se parle? On est 12 à temps partiel, à temps plein. On est 12 à temps plein et on a entre 12 et 15 collaborateurs externes qui travaillent sur Mmh. des projets comme des pigistes, mais qui sont avec nous depuis plusieurs années, ils travaillent sur plusieurs projets en même temps. Donc, à chaque semaine, je suis en train de gérer une équipe d'entre 18 et 24 personnes à peu près. Donc, c'est quand même assez beaucoup de responsabilités. Et donc, et à travers la croissance, on a eu d'autres gens qui se sont rajoutés à l'équipe. On a créé des différents postes. On a créé des départements pour que chaque directeur de département soit responsable pour son département. Et ce que ça fait, c'est que moi, ça m'enlève euh, le besoin d'être responsable pour toutes les réponses en tout temps. Parce Bien que sûr. ça, c'est ce qui arrivait, c'est qu'il y avait un genre de bottleneck où est-ce que j'étais plus capable de répondre à tout le monde en tout temps parce que tout arrêtait avec ma Mmh. décision et ça c'était pas facile de continuer C'est comme pas ça. Donc soutenable, là, bien sûr. non, c'était pas du tout soutenable. Donc on prend pause, on travaille sur nos processus et nos procédures. On veut vraiment mettre en place la façon fil de faire les choses. On a une façon de offrir nos services d'une certaine façon, donc on est en train d'écrire des manuels, de faire un genre de wiki juste interne pour nous, pour toujours suivre les bonnes démarches. Et on sait qu'avec tout cet investissement-là qu'on va faire à l'intérieur de notre entreprise, on sait qu'on va augmenter l'efficacité, on va réduire les tensions entre les membres de l'équipe, on va mieux travailler ensemble, on va mieux desservir nos clients. Et ça, c'est l'ultime objectif, c'est comment on fait pour offrir le meilleur service possible à nos clients. Parce que quand nos clients viennent vers nous, ils sont stressés. Ils ont un challenge, Mmh. ils sont en période de, de stress, il y a quelque chose qui a changé de leur côté, ils ont besoin d'aller chercher du financement rapidement ou il y a eu une transformation quelconque dans leur organisme et c'est pas facile d'avoir ce niveau de stress-là avec si on avait aussi un niveau de stress à l'intérieur Mmh. de l'équipe. Donc, c'est vraiment important pour nous de mettre les choses au clair à l'intérieur de notre équipe pour continuer cette belle croissance-là. Fantastique. Et des petites questions personnelles. Est-ce qu'il y a des livres d'affaires qui ont marqué ton attention dans les dernières années? J'ai un livre que je recommande à tout le monde, qui est en anglais, qui s'appelle Speed of Trust. Et je pense que c'est Stephen Covey qui l'a écrit. Euh, Au niveau de la gestion, ce livre-là m'a vraiment marqué et je me retrouve à le partager avec des amis et d'autres entrepreneurs, Mmh. le recommander. Je le reprends des fois pour refaire une relecture, pour me rappeler les bonnes façons de faire. En ce moment, je suis en train de lire un livre qui a été écrit pour les agences de pub pour comment savoir faire les prix de vos projets. Parce que ça, j'ai toujours eu un gros défi à savoir, surtout avec les organismes à but non lucratif, comment est-ce qu'on peut bien charger pour notre travail, Bien sûr. gagner une vie, mais vraiment être au service des organismes à but non lucratif. Donc, en ce moment, je suis en train de lire Pricing Creativity par Blair Enns, qui est un très bon livre. Mais Mmh. pour mon loisir, j'aime lire des romans, thrillers, puis des choses un peu plus... J'essaie de trouver du temps pour lire des choses qui sont pas reliées au travail, parce que je trouve que ça, c'est vraiment On important. Et décroche un peu, hein? j'adore la lecture, mais je trouve que je fais pas assez de temps pour ça quand c'est pas relié au travail. Donc, c'est quelque chose que je veux travailler un peu. Podcast, est-ce que tu en écoutes un peu? Oui, surtout quand je fais le chemin entre ma maison en ville et mon chalet. J'adore le podcast Ologies et Mmh. c'est une femme vraiment qui est drôle.
Elle est très naturelle dans sa façon de faire ses podcasts. Elle sac beaucoup dans ses podcasts, puis j'adore ça parce que moi aussi, je me trouve à utiliser un langage des fois un peu coloré. Donc, j'aime beaucoup son approche parce que c'est vraiment très geek, mais de Mmh. façon d'être le fun en même temps. Et j'apprends plein de choses qui n'ont pas rapport avec mon day-to-day. Donc, j'aime beaucoup ça. Puis, en plus de ça, je dirais, le peu de temps que j'ai, je passe à écouter la méditation pour me baser, me centrer le matin et le soir. Je fais de Mmh. la méditation 2 fois par jour. Je sais que ça a l'air vraiment cheesy, là, que tout le monde parle de la méditation et tout ça, mais je pense pas qu'on peut faire un travail intense pour plus de 20 ans sans trouver un outil comme la Bien sûr. méditation. Euh, Parce que c'est un domaine difficile. Déjà, être en agence, c'est difficile. Être entrepreneur social, c'est difficile. Et écouter les défis de nos clients à tous les jours, c'est quelque chose qui m'affecte émotionnellement. Donc, j'ai besoin de trouver l'exercice, la Bien méditation, sûr. le temps avec ma famille pour décrocher un peu. Et j'aurais bien aimé le savoir plus tôt dans ma carrière qu'il a fallu que je prenne un peu plus de temps pour moi-même parce que je l'ai pas fait assez. Mais là, je suis rendue un peu plus vieille, un peu plus wise. Et je trouve que quand je prends le temps pour moi de faire ces choses-là, ça me ressource et je peux être encore plus performante pour mon équipe et pour mes clients. Et ça m'amène à ma dernière question. Routine? Routine avant, pendant et après le travail, est-ce qu'il y a des choses spécifiques? Mon chien, je promène le chien le matin et une chance que j'ai un chien parce que je pense que sinon je serais trop collée après mon ordinateur 24 heures sur 24. Mais non, ma routine le matin, c'est de faire un exercice de respiration, juste de prendre 5 Mmh. à 10 grandes respirations, même avant que je sors de mon lit. J'aime me lever de bonne heure pour que la maison soit tranquille. Et ensuite, je prends ma marche, j'écoute ma méditation en marchant, ce que je faisais Oh pas wow! avant. Mais je trouve, parce que je suis une personne qui est assez hyperactive, faire de la méditation en mouvement, ça me rapporte beaucoup plus. Et Wow. comme j'ai peu de temps, je fais les 2 en même temps, donc ça me sauve un peu, quelques minutes le matin. Et donc, j'adore être en nature, donc cette marche-là le matin, c'est vraiment une opportunité. J'ai mes meilleures idées le matin quand rien d'autre est dans ma tête, Mmh. donc ça m'aide beaucoup à développer des stratégies ou des idées que je vais par la suite partager avec mon équipe ou mes clients. Euh, il faut que je prenne une pause au lunch. C'est juste récemment, depuis la pandémie, pendant la pandémie, parce que je travaillais vraiment 18 heures par jour pendant la pandémie pour aider tous les clients dans le besoin, j'ai vu qu'il fallait que je prenne une pause à l'heure du midi parce que sinon, mon cerveau fonctionnait plus rendu à 15 heures de l'après-midi. Donc, prendre la pause, promener encore le chien ou aller cuisiner un peu, préparer le souper, faire quelque chose qui est pas à côté de mon ordinateur, ça fait du bien. Et après le travail, je m'écrase. J'ai vraiment pas beaucoup d'énergie pour grand-chose d'autre. J'adore regarder des shows avec mon mari. On va voir des films. J'aimerais plus profiter de toute l'action. Par exemple, cet été à Montréal, il y a des festivals, il y a plein de choses. J'en profite pas assez, mais quand j'ai la chance, faire un repas avec la famille, voir des amis, ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et qui m'évade un peu. Mmh. Kim Fuller, ça a été totalement fascinant de discuter avec toi aujourd'hui, autant au niveau affaires que le niveau construction des entreprises en 2023. Je pense que c'est le bon terme à utiliser parce que tu as été visionnaire dans ton approche, tu as lancé ton organisation en 99, comme on l'a dit, mais clairement, de plus en plus, des entreprises prennent le pas, veulent avoir une cause sociale, des fois pour les bonnes, des fois pour les moins bonnes raisons, mais je pense que c'est assez inspirant ce que tu as été capable de faire. Donc, merci beaucoup. Si les gens veulent en apprendre un petit peu plus, site Internet, meilleur endroit pour vous rejoindre? Phil.ca, phil.ca.
et je suis sur LinkedIn, on peut m'envoyer un courriel, on a un chat, un chatbot sur notre site, donc Ouais. toujours moyen de nous rejoindre et puis ça va faire plaisir. J'adore faire du mentorat avec les jeunes entrepreneurs sociaux aussi, donc il y a plein de ressources sur notre site web aussi pour les entreprises et les organismes qui en ont besoin, donc ça me fait plaisir d'en parler davantage avec ceux qui leur intéressent. Fantastique. On mettra des liens dans les notes de l'épisode. Kim Fuller, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.